Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le M&A, en quoi cela consiste et concrètement, qu'est-ce que le M&A en banque d'affaires, ce qui est le métier que j'exerce actuellement. J'ai remarqué dans mon entourage proche qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment ce que je fais comme métier. Beaucoup pensent que je suis la personne que tu contactes quand tu as bloqué ta carte bleue. Alors que pas du tout. Mais bon, je comprends. En fait, c'est un métier pas très visible. Peu de gens savent vraiment comment ça fonctionne. C'est pas un métier qu'on voit au quotidien. Et contrairement à la finance de marché, le M&A, c'est pas très présent dans les films ou séries, donc le grand public n'a pas pu avoir un aperçu de comment ça fonctionne. Et c'est bien dommage parce que le M&A impacte beaucoup plus notre quotidien que ce qu'on l'imagine. C'est pourquoi je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et de façon très simple. Vous serez capable à la fin de cette vidéo de comprendre exactement ce qu'est le M&A et ce qu'est le M&A en banque d'affaires, le métier. On va découper cette vidéo en plusieurs niveaux, du niveau 1 au niveau 5. Et dans les premiers niveaux, je vais reprendre les concepts les plus simples. Par exemple, que veut dire M&A? Ça, c'est pour ceux qui découvrent totalement. Et pour ceux qui connaissent déjà les bases, vous pourrez confirmer vos connaissances. Et de toute façon, dans les derniers niveaux, je rentrerai plus en détail sur les aspects très spécifiques du métier et du M&A en banque d'affaires. Et je donnerai quelques insights. Et on commence directement avec le niveau 1. Qu'est-ce que le M&A? Alors M&A, c'est une abréviation en anglais qui veut dire Mergers and Acquisition. Désolé pour l'accent anglais. Et si on traduit cela en français, ça veut dire fusion et acquisition. Mais du coup, fusion-acquisition, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le nom est assez explicite. Les entreprises peuvent être amenées dans leur développement à réaliser l'acquisition d'autres entreprises ou bien même à fusionner avec d'autres entreprises pour créer un seul gros groupe. Par exemple, on peut citer LVMH, le gros groupe de luxe français qui a réalisé en 2021 l'acquisition du bijoutier Tiffany & Co pour à peu près 13 milliards d'euros. Et on peut également citer la fusion entre Fnac et Darty pour former le groupe Fnac Darty en 2016. Alors une petite précision importante. Quand on parle d'acquisition, on arrive assez facilement à visualiser un gros groupe comme LVMH faire l'acquisition d'une entreprise plus petite comme Tiffany & Co. Par contre, pour une fusion, on peut se demander, ok, mais comment ça se passe? Est-ce que les deux entreprises s'assemblent? Est-ce qu'il y en a un qui fait l'acquisition de l'autre? C'est un peu plus compliqué à visualiser. Mais en fait, le terme de fusion, c'est un peu un raccourci. Il n'y a pas de fusion à proprement parler. Dans une opération entre deux sociétés, il y a toujours l'acquéreur et la cible. Donc il y a toujours une entreprise qui va en acheter une autre. On parle de fusion, en fait, lorsque la taille de l'acquéreur et la taille de la cible sont à peu près équivalentes. Il n'y a pas une vraie domination, donc finalement, les deux entreprises font à peu près la même taille. Donc on va parler plutôt de fusion plutôt que d'acquisition. Voilà, c'était le basique sur le M&A ou plutôt fusion-acquisition. Passons directement au niveau 2. Mais juste avant, si le contenu que je poste t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo pour me donner un peu de force. Ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi me suivre sur Insta et TikTok où je poste des formats beaucoup plus courts mais tout aussi intéressants. Pourquoi il y a des acquisitions? Quel est l'intérêt de faire des acquisitions? Eh bien, je dirais qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles les entreprises souhaitent réaliser des acquisitions. Première raison, c'est la croissance horizontale. Pour une entreprise donnée, dans un secteur donné, accroître sa part de marché et son chiffre d'affaires, ça peut être un chemin long et laborieux. Donc l'acquisition d'un compétiteur peut faire accroître directement de la part de marché et du chiffre d'affaires et de la compétitivité beaucoup plus rapidement. Par exemple, en 2012, il y a Facebook qui a réalisé l'acquisition d'Instagram, qui était un réseau social concurrent en plein essor à l'époque. La deuxième raison, eh bien, c'est la croissance verticale. Une entreprise peut chercher à en acquérir une autre qui se trouve plus haut ou plus bas dans la chaîne de valeur. Je m'explique. Par exemple, l'entreprise peut chercher à acquérir son fournisseur ou même son distributeur. Un bel exemple va être le groupe Walt Disney que vous connaissez tous, je suppose. Eh bien, qu'est-ce que Walt Disney? Walt Disney, c'est principalement des marques très connues du grand public. Eh bien, le groupe Walt Disney a fait l'acquisition des studios de production de blockbusters 21st Century Fox. Vous savez, c'est ce qu'on voit très souvent avant les films, il y a marqué en gros 21st Century Fox. Et ce sont eux qui produisent des films. L'idée derrière cela était en fait d'associer les marques de Disney avec des grosses productions pour réaliser du contenu toujours lié à l'univers de Disney, mais du contenu blockbuster. Et également, Walt Disney a fait l'acquisition de chaînes de télévision américaines assez connues, comme ESPN, ABC ou la Fox. Et avec cela, vous voyez que le groupe se positionne sur toute la chaîne de valeur. Ils ont les marques,
les marques très fortes de Walt Disney. Ils ont la production de contenu média assez importante avec 21st Century Fox et ils ont également de quoi diffuser tous les films, les séries, les dessins animés liés à cela avec les chaînes de télévision. Voilà, maintenant vous y voyez sûrement plus clair sur l'intérêt d'acquisition pour les entreprises, donc passons directement au niveau suivant. Quels sont les autres acteurs qui interviennent lors des opérations de fusion et d'acquisition? Alors jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'acquisitions réalisées par des entreprises avec un but stratégique. Elles souhaitent se développer plutôt rapidement, donc elles vont pouvoir réaliser des acquisitions par-ci par-là. Mais ce ne sont pas les seuls acteurs de telles opérations. Il existe également des investisseurs institutionnels qu'on appelle fonds d'investissement et pour qui l'aspect stratégique est peut-être un peu moins important. L'objectif d'un fonds d'investissement, ça va être principalement de réaliser des bons retours sur investissement. La composante stratégique, elle n'est pas aussi importante que pour une entreprise classique. Et ces fonds d'investissement, ils vont réaliser l'acquisition d'entreprises soit entièrement, soit partiellement, avec pour but de les développer et ensuite, quelques années plus tard, de les revendre avec une grosse plus-value et un bon retour sur investissement. On a par exemple en France le groupe de distribution alimentaire Surgelés Picard qui a fait l'objet de nombreuses acquisitions par des fonds d'investissement. Et le dernier acteur dans ces opérations, ce sont bien évidemment les banques d'affaires. Alors les banques, elles n'achètent pas et elles vendent pas. Elles vont éventuellement prêter de l'argent pour financer ces opérations, mais surtout elles vont avoir le rôle de conseil financier pour les entreprises. Donc quand on parle de M&A en banque d'affaires ou de fusion-acquisition en banque d'affaires, on parle en fait de conseil en fusion-acquisition. La banque et les équipes vont conseiller les entreprises dans leurs opérations de fusion et d'acquisition. Pourquoi les banques conseillent sur les opérations de fusion et d'acquisition? Ça, c'est une bonne question. Et pour y répondre, je vais utiliser une analogie que vous connaissez tous très bien, c'est l'acquisition d'appartements et l'utilisation d'agents immobiliers. Imaginez que demain, vous avez un peu d'argent de côté et vous souhaitez acheter un appartement, mais vous n'avez pas le temps de faire toutes les recherches nécessaires, analyser le marché, analyser le prix de l'appartement, constituer le dossier, etc. Donc vous allez faire appel à une agence immobilière qui, elle, va s'occuper de tout. L'agence va vous trouver l'appartement, elle va vous aider à négocier le prix et vous aider dans toutes vos démarches. Également, si vous souhaitez vendre votre appartement, comment vous déterminez le bon prix ? Comment vous faites la pub de votre appartement et essayez de trouver des acheteurs potentiels. Vous pouvez bien entendu le faire vous-même, mais vous n'avez probablement pas le temps pour ça et pas la même expertise que les agences immobilières. Elles se chargent donc de tout et en échange, eh bien, vous allez leur verser des frais, alors soit des frais fixes, soit un pourcentage sur le prix de l'acquisition ou de la vente. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose comme ça. Eh bien, le conseil en M&A, ça fonctionne de la même façon. Mais au lieu d'acheter et de vendre des appartements, vous allez acheter et vendre des entreprises. Et au lieu de faire appel à une agence immobilière, vous allez faire appel à une banque d'affaires. Alors bien sûr, j'ai fortement simplifié la chose. Les processus et les analyses pour l'acquisition d'une entreprise sont bien plus complexes que pour celle d'un appartement. Et les montants sont bien plus élevés également. Un appartement, ça va être par exemple des centaines de milliers d'euros, là où une entreprise, ça va être quelques dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros, ou même plusieurs milliards d'euros. Et donc les frais que la banque va facturer sont eux aussi bien plus importants que pour un appartement, qu'on appelle les fees. Ensuite, il faut savoir que lors d'une opération d'acquisition, l'acquéreur va faire appel à une banque pour le conseiller à l'achat, c'est ce qu'on appelle le buy side, et la cible va, elle, faire appel à une banque pour la conseiller à la vente, c'est ce qu'on appelle le sell side. Donc les deux banques conseils à la fois de l'acheteur et du vendeur vont jouer en fait le rôle d'intermédiaire, et étant des experts de cela, ils vont s'occuper de toute la transaction. Ils vont s'occuper des aspects commerciaux, stratégiques, financiers et même légaux. Voilà, vous connaissez maintenant globalement ce que font les banques dans les opérations de fusion-acquisition. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail avec le dernier niveau. Ici, on va essayer de comprendre comment l'équipe M&A d'une banque d'affaires accompagne un client. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, déjà, il faut savoir que chaque situation a ses spécificités et l'accompagnement est différent si le client souhaite acheter l'entreprise ou si le client souhaite vendre son entreprise. Prenons un cas classique, le conseil sur la vente d'une entreprise. Donc, le client souhaite vendre son entreprise, c'est ce qu'on appelle un sell side. La banque aura tout d'abord la responsabilité de gestion de projet de cette transaction. Autrement dit, planifier les différentes étapes, organiser les workstreams, tout superviser, gérer le timing et mener à bien le projet. Lors d'une transaction, on va souvent avoir recours à d'autres types de conseils, des conseils techniques, des conseils légaux, des conseils commerciaux qui ont chacun leur expertise dans un domaine très précis. Et un des rôles de l'équipe M&A va être justement de consolider un petit peu tous ces travaux, s'assurer de leur bon fonctionnement et présenter
la consolidation au client pour qu'il soit satisfait. Également, la banque va s'occuper d'aller chercher des entreprises ou des investisseurs qui pourraient être intéressés par l'entreprise qu'on souhaite vendre. C'est ce qu'on appelle l'outreach. Désolé encore pour mon accent. Pour cela, les directeurs de notre équipe vont faire appel à leur connaissance du marché, leur expertise et leurs relations afin d'obtenir une liste d'investisseurs qui seraient potentiellement intéressés par l'entreprise et la banque va se charger de les contacter et de leur présenter cette belle opportunité d'investissement. Mais bien évidemment, tu ne peux pas aller voir un fonds d'investissement ou une entreprise, peu importe un investisseur, en disant que tu as une super opportunité, mais que tu n'as rien pour prouver, tu n'as rien pour supporter ce que tu affirmes. Aucun détail, aucun document qui justifie, voilà, c'est compliqué. Et c'est pourquoi justement la banque va travailler en amont avec le client pour préparer tous les documents nécessaires pour aller voir les investisseurs. On appelle cela la phase de préparation. Un point crucial pour les investisseurs va être de comprendre la stratégie future de l'entreprise, ses projections en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Et donc ça également, ça se prépare à l'avance et c'est ce qui va être notamment présenté avec le business plan ou plutôt ce qu'on appelle plus communément le modèle financier. Donc la banque va se charger de travailler sur un modèle financier pour présenter tout ça de façon très simple et très lisible aux investisseurs. Une fois contactés, les investisseurs vont montrer leur intérêt ou non et un des rôles de la banque, ça va être de gérer toutes les interactions avec ces investisseurs. Ça va inclure des signatures de NDA, ça va inclure également des appels d'introduction à organiser et d'éventuelles questions qu'ils peuvent avoir auxquelles il faudra répondre. Alors cela peut être parfois un peu compliqué parce qu'on doit traiter avec parfois 30 ou même 50 investisseurs en même temps, donc tout gérer, tous les appels, toutes les signatures de NDA, toutes les questions, ça fait beaucoup de charge de travail. Et enfin, en parallèle, la banque va également préparer des meetings réguliers et fréquents avec le client, des présentations également pour le tenir informé de tout ce qui se passe, de l'avancement du projet, et également pouvoir un petit peu piloter le projet et prendre des décisions sur les prochaines étapes à suivre. Et à la toute fin, les investisseurs intéressés vont soumettre des offres d'achat et à ce moment-là, dans cette phase, le rôle de la banque, ça va être d'accompagner le client pour l'analyse des offres, la négociation des termes de certaines offres et également accompagnement du client jusqu'à la signature de la transaction et le closing de la transaction. Et voilà, j'espère vous avoir donné une vision un peu plus claire de ce qu'est le M&A en banque d'affaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient et que vous souhaiteriez que j'aborde. En attendant, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour me donner de la force et allez checker les autres vidéos, je vous mets les liens dans la description. Ciao!